Ma sœur a interrompu son toast de mariage, a pointé sa coupe de champagne vers moi et a annoncé aux 300 invités qu'elle avait réservé une table spéciale pour vieilles filles uniquement pour moi. La salle a éclaté de rire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le siège vide à côté de moi appartenait au patron milliardaire de son mari. S'il existe une odeur distincte et mesurable à la vieille fortune et à l'arrogance nouvelle, elle ressemble exactement au grand salon de réception du domaine de Bellechasse. L'air était saturé du parfum des orchidées blanches importées, de parfums coûteux et de cette pression silencieuse et étouffante d'être parfaite. Je me tenais près de la sculpture sur glace représentant deux cygnes entrelacés, sirotant un verre d'eau gazeuse tiède, essayant désespérément de me fondre dans le papier peint en velours. J'étais Clara Valois, la sœur aînée, nettement moins glamour que la mariée. Aujourd'hui n'était pas mon jour. Pour être tout à fait honnête, dans ma famille, c'était rarement mon jour. Ma sœur cadette, Mélanie, était l'enfant prodige. Elle était rayonnante, socialement à l'aise sans effort, et possédait un instinct impitoyable de prédatrice pour l'ascension sociale que notre mère, Béatrice, avait cultivé depuis notre enfance. Mélanie ne voulait pas seulement être aimée, elle exigeait d'être enviée. Et aujourd'hui, en épousant Alexandre Mitchell, l'héritier d'une importante fortune immobilière et technologique, elle réalisait son ultime chef-d'œuvre. Clara, pour l'amour du ciel, tiens-toi droite, a sifflé ma mère, apparaissant de nulle part et lissant agressivement le tissu de ma robe. C'était une robe bleu marine lourde et sobre que Béatrice avait personnellement sélectionnée pour moi. Ses mots exacts à la boutique avaient été « Elle est parfaite, Clara, elle est élégante », plus important encore, elle n'attira pas l'attention au détriment des demoiselles d'honneur. Traduction, elle était oubliable, un peu vieillotte, et garantissait que je ressemblais exactement à la sœur célibataire de 31 ans que j'étais. Je me tiens parfaitement droite, maman, ai-je répondu en forçant un sourire crispé. Eh bien, essaie d'avoir l'air heureuse, la famille d'Alexandre est très observatrice, nous ne voulons pas qu'ils pensent que tu es amère parce que ta petite sœur remonte l'allée avant toi. Avant que je ne puisse me défendre contre cette accusation absurde, un carillon a résonné dans la salle, signalant aux invités de trouver leur place pour la réception. Je me suis dirigée vers l'immense plan de table en verre illuminé à l'entrée de la salle de bal. J'ai balayé la table 1, la table d'honneur réservée au cortège et à la famille proche. Le nom de Béatrice était là. Mon père, Jean-Pierre, était là. J'ai lu les noms des 7 demoiselles d'honneur de Mélanie, une brigade terrifiante de cadres en relations publiques et d'influenceuses Instagram au maquillage parfait. J'ai continué à lire. Mon nom n'y était pas. J'ai froncé les sourcils en passant à la table 2. La famille élargie d'Alexandre. Table 3, les associés d'affaires d'élite de la famille Mitchell. J'ai continué à faire défiler la vitre. Table 10. Table 25. Enfin, tout en bas, écrit dans une calligraphie légèrement plus petite que le reste, j'ai trouvé. Clara Valois, table 42. Table 42. Je me suis retournée et j'ai contemplé la mer de tables méticuleusement décorées. J'ai dû passer devant la piste de danse, passer les bars secondaires et les immenses arrangements floraux pour la trouver. La table 42 était reléguée tout au fond dans un coin de la salle de bal, effleurant pratiquement les doubles portes battantes qui menaient aux cuisines du traiteur. Ici, l'air ne sentait pas l'orchidée blanche. Il sentait le filet de bœuf rôti, le liquide vaisselle industriel et la panique. Je me suis assise en sentant une bouffée de chaleur d'humiliation envahir mon cou. J'ai regardé mes compagnons de table. Il y avait la tante Berthe, qui se querellait actuellement avec sa cuillère à soupe, et le cousin Eugène, qui sentait légèrement la naphtaline et s'était endormi avant même que les salades ne soient servies. Il y avait une chaise vide directement à ma gauche avec un carton d'invitation vierge. J'étais assise à l'île des jouets défectueux. Ma propre sœur m'avait bannie aux confins absolus de son mariage. J'ai essayé d'avaler la boule dans ma gorge. Tiens bon jusqu'au toast, me suis-je dit. Mange le dîner, éclipse-toi par la porte latérale et prends un VTC pour rentrer à l'hôtel. 1 heure a passé. Le tintement des verres a signalé le début des discours. Le témoin d'Alexandre a prononcé un discours prévisible, vulgaire mais aux accents onéreux. Mon père a rendu un hommage larmoyant. Puis, Mélanie a pris le micro.
Elle était époustouflante dans sa robe sur mesure, la lumière accrochant les diamants à son cou. Elle a remercié les parents d'Alexandre. Elle a remercié ses demoiselles d'honneur, les appelant ses sœurs dames. Et puis, ses yeux ont balayé la salle, regardant au-delà des VIP, au-delà de la piste de danse, pour se fixer sur le coin sombre près de la cuisine. Et bien sûr, je dois remercier ma sœur aînée, Clara, a roucoulé Mélanie dans le micro. Une équipe de tournage a pivoté physiquement, essayant de me localiser. Nous n'étions honnêtement pas sûrs qu'elle pourrait venir aujourd'hui, a continué Mélanie, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Quand le carton de réponse est revenu sans accompagnateur une fois de plus, j'ai dit à Alexandre que nous devions faire quelque chose de spécial pour elle. Alors, applaudissons tous chaleureusement Clara, qui tient le fort des célibataires à la table 42. Nous avons même laissé une chaise vide à côté d'elle, juste au cas où le prince charmant déciderait de s'inviter à la réception. Le technicien d'éclairage, parfaitement synchronisé par ma sœur, a braqué un projecteur blanc violent et aveuglant directement sur moi. Pendant 3 secondes atroces, il y eut un silence. Et puis, les rires ont commencé. Ils ont parcouru la salle, de petits rires polis se transformant en un véritable rugissement d'amusement de la part de 300 inconnus. Tante Berthe a applaudi avec enthousiasme, totalement inconsciente de la cruauté de la plaisanterie. Je suis restée figée, le projecteur me brûlant les rétines. Je pouvais voir Mélanie sourire à la table d'honneur, levant sa coupe de champagne vers moi. Alexandre riait si fort qu'il devait essuyer une larme. Ce n'était pas seulement une blague, c'était une exécution publique de ma dignité. Elle voulait sceller sa victoire, montrer à sa nouvelle belle famille d'élite où je me situais exactement dans la hiérarchie de la vie. J'étais l'exemple à ne pas suivre, la sœur vieille fille. Le projecteur s'est heureusement éteint, me laissant cligner des yeux dans la pénombre de mon coin. La chaleur sur mon visage était insupportable. J'ai saisi ma pochette, m'apprêtant à me lever et à sortir par les portes de la cuisine derrière moi. Je ne me souciais plus de faire une scène. Je voulais juste disparaître. Mais juste au moment où ma main se refermait sur l'anse de mon sac, les lourdes portes en chaîne du couloir de service se sont ouvertes et un homme est entré. Il ne ressemblait pas à un serveur, ni à un invité égaré. Il se déplaçait avec une grâce calme et létale qui a instantanément fait s'écarter l'énergie frénétique du personnel de cuisine comme la mer Rouge. Il était grand, vêtu d'un costume sur mesure bleu nuit qui murmurait la richesse plutôt que de la crier, avec des cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent et une mâchoire anguleuse. Il s'est arrêté, ajustant ses poignets, ses yeux sombres et perçants scannant la salle caverneuse. Il a regardé la table d'honneur grandiose où Mélanie savourait encore les applaudissements de son discours. Puis, il a regardé le plan de table qu'il avait probablement saisi dans le hall. Je l'ai observé depuis mon coin d'ombre. J'ai vu ses yeux se plisser en regardant la table 1. J'ai suivi son regard. Juste à côté d'Alexandre, à ce qui était clairement censé être une place d'honneur suprême, était assis un gars d'une vingtaine d'années en blazer de velours filmant bruyamment une vidéo TikTok. Mélanie, dans son obsession pour une esthétique parfaite et une table d'honneur complète, avait dû paniquer quand cet invité mystérieux avait pris du retard et avait rempli son siège vide avec l'un de ses amis influenceurs. L'homme n'avait pas l'air en colère. Au contraire, un sourire narquois et très amusé flottait sur ses lèvres. Il a déposé le plan de table sur un plateau voisin, a contourné toute la mer de tables prestigieuses et a marché directement vers le fond de la salle, vers les portes de la cuisine. Vers la table 42. Je me suis figée alors qu'il s'arrêtait juste à notre table. Il a regardé le cousin Eugène endormi, a adressé un signe de tête poli à la tante Berthe, puis ses yeux se sont posés sur moi. De près, ses yeux étaient d'un gris orageux frappant. Il a nonchalamment posé sa main sur le dossier de la chaise vide à côté de moi, la chaise du prince charmant dont Mélanie venait de se moquer. « Dites-moi » a-t-il dit, sa voix d'un baryton profond et résonnant qui a envoyé un frisson involontaire dans mon dos, est-ce que ce siège est réellement réservé à un prince hypothétique ? Ou est-ce que cela vous dérange si un retardataire profondément épuisé par le décalage horaire s'invite dans la forteresse ? Je l'ai regardé, mon cerveau court-circuitant. Vous avez entendu ça ? J'étais dans le hall, a-t-il répondu, tirant la chaise et s'asseyant avec une élégance sans effort.
Votre sœur a une excellente projection de voix, et apparemment une personnalité terrifiante. Je m'appelle Sébastien, au fait. Il m'a tendu la main. Je l'ai prise. Sa poigne était ferme et chaude. Clara, la prétendue vieille fille tragique de la table 42. Sébastien a laissé échapper un petit rire étouffé, prenant un verre d'eau propre et se servant à boire. Eh bien, Clara, en tant que personne qui évite activement le premier rang de ces cirques, je pense que la table 42 est le meilleur emplacement de la salle. Nous avons un accès direct à la cuisine, une exposition minimale à l'ego de la mariée, et nous n'avons pas à faire semblant de nous soucier des centres de table. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'humiliation écrasante d'il y a 5 minutes commençait à s'estomper, remplacée par une curiosité bizarre et surréelle. Qui êtes-vous ? Vous n'êtes certainement pas de la famille de la mariée, et vous ne semblez pas assez arrogant pour être l'un des amis d'école d'Alexandre. Sébastien a souri en buvant une gorgée d'eau. Je connais Alexandre par le travail. Il m'a invité. J'ai été retenu à Londres pour conclure une affaire, j'ai donc manqué la cérémonie. J'imagine que se retrouver sous ce projecteur tout à l'heure a été une expérience marquante pour vous. J'ai survécu à pire, ai-je menti, regardant mes mains. Mélanie a une façon unique de se sentir plus grande en coupant les jambes de tout le monde. L'insécurité porte généralement la robe la plus voyante, a noté Sébastien calmement. Il s'est penché légèrement, se concentrant entièrement sur moi, me donnant l'impression que nous étions les 2 seules personnes dans cette salle chaotique. Pour ce que ça vaut, Clara, le bleu marine vous va bien. Vous êtes la seule femme dans cette salle qui n'a pas l'air d'essayer désespérément de prouver quelque chose. Un véritable rougissement a envahi mes joues. Je n'avais pas reçu de compliments depuis des mois, et encore moins de la part d'un homme qui semblait pouvoir acheter et vendre tout le domaine de Bellechasse. Nous sommes tombés dans une conversation facile et magnétique. J'ai appris qu'il détestait le glaçage au sucre, préférait le whisky au champagne et trouvait les mariages de la haute société comme une étude psychologique fascinante sur la vanité humaine. Je me suis surprise à lui parler de mon cabinet d'architecture, de ma passion pour la restauration de bâtiments historiques et de la vie calme et paisible que je m'étais construite loin de l'ascension sociale acharnée de ma famille. Il écoutait avec une intensité presque troublante, posant des questions pointues et intelligentes. Nous rions d'une blague qu'il avait faite sur les ronflements du cousin Eugène quand j'ai remarqué un changement soudain dans l'atmosphère de la salle. Le brouhaha ambiant était retombé. J'ai levé les yeux. À la table d'honneur, le marié, Alexandre, s'était levé. Il était pâle, translucide même. Il regardait fixement notre coin, la bouche légèrement entr'ouverte. Il a frénétiquement tapoté l'épaule de Mélanie et a pointé des doigts tremblants vers la table 42. « Oh oh » ai-je murmuré. « Je crois que le marié vient de vous repérer. » Sébastien n'a même pas tourné la tête. Il a juste pris une gorgée lente et délibérée de son eau. Laisse-le regarder. Mélanie, suivant le doigt tremblant de son nouveau mari, a verrouillé ses yeux sur notre table. Même à 30 mètres de là, je pouvais voir la confusion déformer son visage parfaitement poudré. Elle a chuchoté furieusement à Alexandre, qui semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque. Soudain, Mélanie a rassemblé sa traîne massive et volumineuse et a commencé à marcher d'un pas décidé à travers la salle de bal. Alexandre la suivait comme un chiot terrifié. Les invités tournaient la tête, regardant la mariée abandonner son trône VIP pour marcher vers les portes de la cuisine. « Ils arrivent », ai-je chuchoté, mon anxiété remontant en flèche. Pourquoi Alexandre a-t-il l'air de vouloir pleurer ? Sébastien s'est adossé à sa chaise, croisant une longue jambe sur l'autre, l'air tout à fait serein. Alexandre dépend de ma société de capital risque pour maintenir sa petite start-up technologique à flot, Clara. En fait, ma société possède 70% de son entreprise. Je suis Sébastien Pierce. Mon estomac est tombé dans mes talons. Sébastien Pierce. Le milliardaire de la tech impitoyable et insaisissable. J'avais lu des articles sur lui dans les magazines économiques. C'était l'homme qui finançait la fortune même dans laquelle Mélanie se mariait. Vous êtes le patron d'Alexandre, ai-je soufflé. Je préfère propriétaire, a corrigé Sébastien avec une lueur sombre et amusée dans les yeux. Et pour l'instant,
je suis juste un gars assis à la meilleure table de la salle. Mélanie est arrivée à notre table, légèrement essoufflée, ses yeux faisant des allers-retours frénétiques entre moi et le milliardaire assis nonchalamment à mes côtés. Le ton condescendant et mielleux qu'elle me réservait habituellement a disparu, remplacé par une octave aiguë et paniquée. Monsieur Pierce, a haleté Mélanie en forçant un large sourire paniqué. Nous sommes tellement honorés que vous ayez pu venir, mais mon Dieu, il y a eu une erreur terrible, terrible avec le placement. L'organisatrice de mariage a dû perdre la tête en vous installant ici dans l'ombre. Alexandre est arrivé une seconde plus tard, transpirant à travers son smoking sur mesure. Sébastien, monsieur, je suis tellement désolé. Nous avons une place pour vous à la table d'honneur juste à côté de nous. S'il vous plaît, laissez-moi vous escorter jusqu'à l'avant. Sébastien ne s'est pas levé. Il n'a même pas décroisé les jambes. Il a regardé Mélanie, puis Alexandre, son expression devenant glaciale. Il n'y a pas d'erreur, Alexandre, a dit Sébastien d'une voix assez froide pour geler le champagne dans leur verre. Je suis arrivé tard et j'ai vu que ma place avait été donnée à quelqu'un qui filmait une chorégraphie. Alors, j'ai trouvé un bien meilleur siège. Non, non, nous allons le renvoyer, a interrompu Mélanie désespérément, me lançant un regard noir comme si c'était d'une manière ou d'une autre ma faute. Nous allons libérer la table tout de suite. Vous ne pouvez absolument pas rester assis ici avec Clara. C'est la table de secours. Sébastien a tourné la tête lentement, me regardant avec une chaleur qui contredisait totalement la glace qu'il dirigeait vers ma sœur. Je ne suis pas du tout d'accord, Mélanie, a dit Sébastien, sa voix résonnant avec une autorité calme et absolue. Je passe une soirée véritablement merveilleuse, exactement là où je suis, en apprenant à connaître votre sœur remarquable. Alors, si cela ne vous dérange pas, nous étions en pleine conversation. Le silence qui s'est abattu sur nous quatre était assourdissant. La mâchoire de Mélanie pendait littéralement. Alexandre avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse tout entier, et moi, j'étais assise là, à la table 42, sentant le poids lourd et étouffant d'une vie d'humiliation se soulever soudainement de mes épaules. Le silence émanant de la table 42 semblait assez dense pour fissurer les fondations du domaine de Bellechasse. Les mains manucurées de Mélanie tremblaient réellement. Le lourd bracelet de diamant, une pièce de chez Cartier dont Alexandre s'était vanté d'avoir pu se l'offrir, étincelait sous l'éclairage périmétrique tamisé. Ses yeux passaient de l'expression implacable de Sébastien à mon visage, cherchant une chute qui ne venait pas. Monsieur Pierce, s'il vous plaît, a pratiquement supplié Alexandre, sa voix baissant d'une octave dans une tentative désespérée de retrouver un semblant de masculinité. La table d'honneur vous attend. Le PDG de Logistique Azur y est assis. Le maire est là. Nous avons une bouteille millésimée de Dom Pérignon qui n'attend qu'à être débouchée. Sébastien a finalement levé les yeux vers Alexandre. La lueur amusée dans ses yeux gris orage avait entièrement disparu, remplacée par le regard glaciaire et calculateur d'un homme qui démantèle régulièrement des multinationales avant son café du matin. Alexandre, a dit Sébastien doucement, son ton conversationnel mais teinté d'un acier absolu. Je ne me soucie pas de Logistique Azur. Je ne me soucie pas du maire. Et je ne me soucie certainement pas d'un champagne au prix surfait. Ce dont je me soucie, c'est de l'image d'un fondateur dont le financement de série B est actuellement en train de perdre de l'argent et qui organise un mariage à 500 000 € tout en licenciant son équipe de développement. Le sang s'est complètement retiré du visage d'Alexandre. Il avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Mélanie a laissé échapper un petit soupir étouffé. Je suis venu ce soir, a continué Sébastien, baissant la voix pour que nous seuls puissions l'entendre, parce que je voulais voir exactement où allait mon capital. Je dois admettre que les orchidées blanches importées et les imposantes sculptures de cygne en glace sont une touche frappante. Très économe. Monsieur, je peux expliquer les rapports trimestriels, a bégayé Alexandre, la sueur perlant maintenant visiblement sur son front. Le mariage a été largement financé par Gardesa pour le conseil d'administration de lundi matin, Alexandre, a interrompu Sébastien sans effort. Il a fait un geste de la main méprisant. Retournez vers votre marié. Retournez vers votre projecteur. Clara et moi discutons de l'intégrité structurelle des immeubles anciens,
ce qui est infiniment plus stable que votre modèle de revenus actuel. Alexandre a dégluti difficilement, hochant la tête mécaniquement. Il a saisi le bras de Mélanie, la tirant en arrière. Ma sœur, pour la première fois en 30 ans de vie, était complètement et totalement sans voix. Elle m'a regardé, un mélange complexe d'horreur, d'envie et d'incrédulité pure déformant ses traits avant de se laisser entraîner vers les lumières éblouissantes de la piste de danse. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu. La tension dans mes épaules a commencé à se relâcher. Était-ce strictement nécessaire ? Ai-je demandé doucement en regardant Sébastien. Absolument, a-t-il répondu en prenant une gorgée calme de son eau. Je déteste les brutes et je déteste les mauvais investissements. Alexandre se trouve être les deux. De plus, il vous a interrompu. Vous me parliez de la restauration du quartier historique de Bordeaux. Et juste comme ça, le milliardaire a recentré son attention sur moi, agissant comme s'il n'allait pas de décapiter mentalement le marié à sa propre réception de mariage. Pendant les 2 heures suivantes, un phénomène bizarre s'est produit. La table 42, l'île des jouets défectueux poussés contre les portes du traiteur, est tranquillement devenue le centre de gravité absolu de la salle de bal. Le mot s'était propagé comme une traînée de poudre parmi les invités d'élite sur l'identité de celui qui était assis dans le coin sombre. Soudain, le chemin isolé vers notre table est devenu l'itinéraire le plus fréquenté de la salle. Des politiciens de premier plan, des mondains fortunés et des cadres de la tech ont commencé à faire des détours évidents et péniblement transparents devant notre table dans l'espoir de croiser le regard de Sébastien. Chaque fois que quelqu'un osait s'approcher et nous interrompre, Sébastien était d'une politesse impeccable mais d'une brièveté impitoyable. Et à chaque fois, sans exception, il me présentait. « Jonathan, ravi de vous voir. Avez-vous rencontré Clara Valois ? Elle est l'architecte principale du cabinet Lefebvre. » disait Sébastien, sa hand posée légèrement sur le dossier de ma chaise. Ces titans de l'industrie, des gens qui normalement ignoreraient totalement une femme dans une robe marine vieillotte, étaient soudainement forcés de me serrer la main, de m'interroger sur mon travail et de me traiter avec une profonde révérence parce que Sébastien Pierce l'exigeait. J'ai observé Mélanie de l'autre côté de la salle. Elle était assise à sa magnifique table d'honneur, entourée de ses amis influenceurs et du maire. Pourtant, elle semblait totalement misérable. Sa grande nuit triomphale avait été détournée. Le photographe, sentant la véritable dynamique de pouvoir dans la salle, ne cessait de braquer subtilement son objectif vers la table 42. Puis est venu l'ultime test, ma mère. J'ai vu Béatrice traverser la salle, esquivant les serveurs avec la détermination d'un missile à tête chercheuse. Elle avait remis du rouge à lèvres et arborait son sourire aristocratique le plus engageant. « Oh, Clara, chérie », a roucoulé Béatrice bruyamment en s'approchant, me serrant l'épaule avec une affection feinte. Je t'ai cherché partout. J'ai failli rire. J'étais assise exactement sur la même chaise qu'elle m'avait pratiquement assignée. Béatrice a immédiatement pivoté tout son corps vers Sébastien. Et vous devez être Sébastien Pierce. Je suis Béatrice Valois, la mère de la mariée. Nous sommes tellement indiciblement ravis que vous puissiez nous honorer de votre présence. Alexandre ne dit que du bien de vous. Sébastien s'est levé, une courtoisie qu'il n'avait pas daigné accorder au maire. Il a boutonné sa veste de costume, regardant ma mère avec un détachement poli et glacial. « Madame Valois, » a dit Sébastien. « Vous devez être incroyablement fière. » Béatrice a rayonné, le buste bombé. « Oh, oui. Mélanie est tout simplement radieuse aujourd'hui, n'est-ce pas ? Elle et Alexandre forment le couple parfait. » Je ne parlais pas de Mélanie, a corrigé Sébastien doucement. Je parlais de Clara. J'ai été fasciné par ses analyses sur la restauration historique toute la soirée. Il est rare de trouver quelqu'un avec un esprit aussi brillant et authentique dans des foules comme celle-ci. Vous avez élevé une femme remarquable. Ma mère s'est figée. Son sourire est resté, mais ses yeux sont devenus vides. Elle m'a regardée, véritablement confuse, comme si elle me voyait pour la toute première fois. Elle avait passé sa vie entière à préparer Mélanie pour le feu des projecteurs, totalement inconsciente du fait que je n'avais pas besoin de projecteurs. J'avais juste besoin du bon public.
Oui, eh bien, Clara a toujours été notre travailleuse discrète, a bafouillé Béatrice, visiblement mal à l'aise à l'idée de me faire des éloges. Profitez de la soirée, monsieur Pierce. Elle s'est éclipsée, complètement dépassée par la situation. Sébastien s'est rassis, tournant ses yeux gris orageux vers moi. Je pense, a-t-il murmuré, que nous avons causé assez de dommages collatéraux pour une soirée. En avez-vous assez du filet de bœuf et de la vanité? J'ai regardé mon verre d'eau vide, puis vers la piste de danse où Alexandre descendait agressivement un shot de tequila, ressemblant à un homme marchant vers l'échafaud. Plus qu'assez, ai-je souri. Bien, a dit Sébastien en se levant et en me tendant la main. Parce que l'air ici est étouffant, et il y a un petit restaurant italien discret vers l'avenue Montaigne qui fait un risotto à la truffe qui vous fera oublier entièrement cette soirée. Partons d'ici. Je n'ai pas hésité. J'ai placé ma main dans la sienne. Nous n'avons pas traversé la piste de danse pour faire une sortie grandiose. Nous ne nous sommes pas arrêtés à la table d'honneur pour faire nos adieux. Au lieu de cela, nous avons poussé les lourdes portes en bois du traiteur juste derrière la table 42, nous glissant dans la cuisine chaotique et éclairée au néon. Nous avons navigué entre les chefs en sueur et les piles imposantes d'assiettes sales, émergeant par la sortie de service dans l'air frais et vif de l'automne. Une luxueuse berline noire tournait au ralenti près du quai de déchargement. Un chauffeur en est immédiatement sorti pour ouvrir la portière. En me glissant sur les sièges en cuir, j'ai regardé en arrière l'imposante façade du domaine de Bellechasse. Les basses étouffées du digi de mariage résonnaient contre les murs de briques. À l'intérieur, ma sœur avait tout ce pourquoi elle avait comploté. Mais alors que la voiture s'éloignait, laissant le domaine dans le rétroviseur, j'ai réalisé que je ne l'enviais pas une seule seconde. J'étais libre. Les mois suivants se sont déroulés comme une séquence de karma divin. Fidèle à sa parole, Sébastien a audité l'entreprise d'Alexandre dès le lundi. La mauvaise gestion financière était flagrante. Alexandre a été démis sans ménagement de son titre de PDG, rétrogradé à un rôle opérationnel standard avec ses parts considérablement réduites. L'appartement de luxe qu'ils avaient loué était soudainement hors de leur budget, forçant Mélanie à annuler discrètement son reportage dans un magazine de décoration prestigieux. Ils sont restés mariés, mais la façade de perfection était brisée. Les publications de Mélanie sur les réseaux sociaux sont devenues nettement moins fréquentes. L'éclat arrogant a été remplacé par un besoin frénétique de prouver qu'ils étaient encore importants. Quant à moi, ma vie a pris une trajectoire complètement différente. Lors de notre dîner ce soir-là, Sébastien ne m'a pas seulement offert une romance. Il m'a offert le contrat d'une vie. Il venait d'acquérir un immense domaine délabré du XIXe siècle en Normandie et avait besoin d'une architecte en chef qui comprenne comment préserver son âme tout en modernisant ses structures. J'ai accepté le poste. J'ai quitté mon rôle étouffant dans mon ancien cabinet, j'ai ouvert ma propre agence indépendante et j'ai mis tout mon cœur dans le projet normand. Sébastien et moi sommes restés strictement professionnels pendant les 3 premiers mois, mais les examens nocturnes de plans se sont transformés en dîners tranquilles, et les visites de chantier en escapades de week-end. La connexion qui avait jailli dans le coin sombre de la table 42 s'est épanouie en quelque chose de profond, d'inénarrable et de farouchement protecteur. 1 an après le mariage, je me tenais sur la vaste terrasse en pierre du domaine normand fraîchement restauré, tenant une coupe de champagne réellement coûteux. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée et chaleureuse sur les pelouses tondues. Je portais une magnifique robe en soie vert émeraude que j'avais choisie moi-même. Elle n'était pas démodée. Elle n'était pas faite pour se fondre dans le décor. Elle était faite pour être vue. J'ai senti des bras solides s'enrouler autour de ma taille par derrière. Sébastien a posé son menton sur mon épaule, contemplant la propriété que nous avions ramenée à la vie ensemble. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré, déposant un baiser dans mon cou. Je suis juste contente qu'il n'y ait pas de projecteur requis. J'ai ri doucement en m'appuyant contre lui. Tu n'en as jamais eu besoin, Clara, a-t-il dit calmement. Tu avais juste besoin d'être assise à la bonne table. J'ai souri en buvant une gorgée de champagne. Ma sœur avait essayé de faire de moi une plaisanterie, me bannissant dans l'ombre pour élever son propre statut, mais elle avait oublié un détail crucial concernant l'ombre.
Cette histoire illustre parfaitement comment les apparences sont souvent trompeuses dans les milieux de la haute société. On y voit une dynamique familiale toxique où la réussite est mesurée uniquement par le prestige social et les relations d'influence. Le personnage de Mélanie incarne cette superficialité qui cherche à briller en écrasant les autres, tandis que Clara représente la compétence silencieuse et l'authenticité. Le retournement de situation avec Sébastien Pierce n'est pas seulement un conte de fées moderne, c'est une leçon de justice sociale. En choisissant de s'asseoir à la table 42, Sébastien montre que le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'exposer sous les projecteurs de la table d'honneur. Il valorise l'intelligence et le talent réel plutôt que l'image médiocre vendue sur Instagram. C'est un rappel puissant que notre valeur ne dépend pas de la place que les autres nous assignent, mais de la personne avec qui nous choisissons de partager notre table et de notre capacité à rester fidèles à nos passions, comme Clara avec son architecture. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Clara au moment où le projecteur s'est braqué sur vous? Auriez-vous quitté la salle immédiatement ou seriez-vous resté par dignité comme elle l'a fait? Dites-le moi dans les commentaires.